Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints dans cette session de webinaire dédiée au MBSE. Nous sommes ravis d'avoir pu organiser cet échange et également ravis de vous y voir connectés. Si vous avez des problèmes de connexion, de partage d'écran ou de son, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous avez normalement un chat panel à droite de votre écran. Chat panel qui peut également vous servir à nous poser des questions tout au long de ce webinaire. Je serai aujourd'hui accompagné de mes collègues Marois Amira et Alex Brouard, qui vont se faire un plaisir de vous présenter notre vision du MBSE et comment implémenter cette activité de manière structurée dans votre entreprise. Voici le programme qui nous attend pour cette demi-heure consacrée au MBSE. Je commencerai par une très rapide présentation de notre société DPS pour vous expliquer d'où nous venons, quelles sont nos activités et pourquoi nous sommes présents sur ce sujet d'actualité qu'est le MBSE. Je laisserai ensuite la parole à Alex, qui fera une introduction au MBSE reprenant les origines et les objectifs du Model Based System Engineering. Ce sera ensuite Marois qui rentrera dans le vif du sujet en vous présentant la Magic Grid, l'environnement et la méthodologie de travail qui vous mettra sur de bons rails pour vous lancer dans l'aventure du MBSE. Pour illustrer l'utilisation de la Magic Grid, Marois va s'appuyer sur la modélisation d'un drone. Je reprendrai ensuite la parole quelques minutes pour vous montrer que cette méthodologie de travail ne s'arrête pas là, mais qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation des modèles et dans la continuité numérique grâce à la plateforme 3D Experience. Donc pour revenir sur DPS, Digital Product Simulation a été créé en 1997 et compte aujourd'hui 145 salariés répartis sur 3 sites, donc à la Selle Saint-Cloud en région parisienne, à Toulouse et à Bordeaux. Nous avons deux activités principales. La première activité s'axe autour du service, du consulting, de la formation, que nous réalisons principalement avec les grands comptes comme Airbus, Renault, Safran, avec qui nous travaillons sur la gestion d'exigences, la modélisation multiphysique, la conception ou la simulation numérique. Notre seconde activité concerne notre partenariat avec Dassault Systèmes. Dans le cadre de ce partenariat, nous revendons l'ensemble des logiciels développés et maintenus par Dassault Systèmes et nous apportons tout le support technique autour de ces solutions, ainsi que les formations que nous dispensons auprès de nos clients. Nous avons donc la capacité d'accompagner à la fois les grands groupes industriels, grâce à nos connaissances métiers et au savoir-faire dans l'utilisation des logiciels, mais également dans l'accompagnement des PME, des TPE et des startups. Nous sommes organisés en plusieurs équipes ayant différentes expertises. Historiquement, dans les domaines de la conception et de la simulation numérique, nos activités se sont largement élargies pour pouvoir adresser à présent des activités de développement logiciel, d'accompagnement dans les grands projets de transformation digitale, d'implémentation et d'intégration de processus métiers, et dans des approches d'ingénierie système basées sur les modèles, comme vous le montrera notre webinaire d'aujourd'hui. Concernant notre partenariat avec Dassault Systèmes, nous sommes les seuls en France à pouvoir agir sur 4 volets. Évidemment, nous sommes en mesure de distribuer les différents logiciels de Dassault Systèmes, mais nous sommes également partenaires éducation pour dispenser les formations sur ces logiciels, partenaires de service pour le développement des futures fonctionnalités présentes dans les logiciels et partenaires de développement avec la capacité de développer directement dans l'environnement logiciel de Dassault Systèmes en utilisant le CAA par exemple. Toutes ces activités nous permettent d'être un partenaire unique possédant à la fois les compétences métiers appliquées dans nos activités de service et les compétences logicielles. Voilà pour la petite présentation de DPS. Je vais maintenant pouvoir laisser la main à Alex qui va vous expliquer ce qui se cache derrière le MBSE. Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci Benoît pour cette introduction de DPS. Je vous propose pour la suite de ce webinaire un petit voyage au sein des différents paradigmes de l'ingénierie système et ce petit voyage va nous conduire inéluctablement vers le MBSE. Mais je vous propose d'abord tous ensemble de regarder la définition que donne Ninkasi de l'ingénierie système. Pour eux, c'est une approche interdisciplinaire qui permet d'intégrer à toutes les étapes du cycle de développement les besoins clients identifiés et les fonctionnalités identifiées, afin que le travail collectif de toutes les parties prenantes permette de répondre aux besoins business et techniques qui ont été identifiés. Et bien comment on fait ça? Et bien historiquement, on part des standards et des normes,
et de ce que l'on a identifié comme besoin. Cette identification de besoin peut avoir été réalisée par le client qui nous donne le cahier des charges ou par nous-mêmes en fonction du marché que l'on cible et du produit que l'on veut commercialiser. On va en interne produire une réponse technique qui va nous permettre de spécifier comment on compte répondre à ces besoins et à ces normes, et on va commencer à tracer en disant telle exigence que j'ai créée répond à tel besoin ou telle norme que j'ai identifiée. Puis ensuite, on va demander le même travail à tous nos collaborateurs, service par service, métier par métier, afin de raffiner la réponse technique que l'on a produite par des réponses techniques de moindre complexité. Et on va continuer ce travail jusqu'à temps que le degré de complexité des réponses techniques que nous proposons soit suffisamment simple pour pouvoir y répondre facilement. Mais il y a quelques hicks. L'un des premiers problèmes, c'est que tout le monde n'a pas le même background ni le même environnement professionnel. Ainsi, un même mot dans plusieurs réponses techniques peut avoir plusieurs sens parce qu'on n'a pas tous la même interprétation. Ça peut mener à des incohérences fortes dans la réponse technique que nous produisons. Le deuxième problème, c'est qu'on va avoir aussi tendance, vu qu'on écrit nos spécifications dans notre coin, à s'isoler et à ne plus communiquer avec les services d'à côté. Le problème étant que chacun va produire sa réponse technique dans son coin et va l'envoyer aux autres sans forcément tenir compte des besoins d'ajustement que les autres pourraient avoir. On va créer des silos et on va perdre la communication entre les services. Enfin, l'un des derniers problèmes que l'on peut identifier est que comme les personnes ont tendance à travailler dans leur coin, les bases documentaires sur lesquelles on travaille ont tendance à être obsolètes. C'est-à-dire que si une V4 d'un document est sortie, sa propagation au sein de toutes les bases documentaires sur lesquelles les gens travaillent peut être un petit peu plus longue. Les réponses produites peuvent être produites à partir de documentation obsolète et ça va créer des problèmes. En conclusion de tous ces aspects-là, on peut dire que la tendance de l'ingénierie système dans son paradigme historique est que les gens travaillent principalement dans leur coin et la cohérence globale du projet est garantie par un échange documentaire entre les différents services. C'est pour ça que le MPSE a été imaginé. Nous allons changer notre paradigme de réponse aux besoins. Là où avant nous répondions avec des documents et des exigences, nous allons cette fois-ci répondre avec un modèle qui sera l'image du système que nous allons produire en réponse aux standards, aux normes et aux besoins. Comment nous allons construire ce modèle? Eh bien, par la somme de la contribution de toutes les parties prenantes au projet. Par exemple, le leader technique va arriver, il va prendre son périmètre, va produire un schéma qui va expliquer le fonctionnement du système dans le cadre de sa réponse et de son périmètre, et il va alimenter le modèle avec. Ensuite, on va peut-être avoir l'ingénieur mécanicien qui va lui aussi prendre le modèle existant, va prendre les éléments qui sont rattachés à son périmètre, construire une nouvelle vue qui va être la réponse technique que lui va donner au modèle pour son périmètre, et il va enrichir le modèle avec sa réponse, et ainsi de suite. On va continuer comme ça, on va prendre les vues et on va réalimenter le modèle et ainsi de suite. Et donc la somme de tous les apports de toutes les parties prenantes feront que le modèle répond à l'intégralité des besoins spécifiés. On passe donc d'un mode décentralisé de la modélisation avec une homogénéisation garantie par un échange documentaire, à une donnée qui est centralisée et où chacun peut extraire les informations utiles à son scope via des vues. Cette méthode du MBSE se pose sur trois piliers fondamentaux que sont le langage, l'outillage et la méthode. Je vous propose dans un premier temps de regarder l'aspect langage. Donc l'idée du langage, c'est de se dire que, ok, on n'a pas tous le même vocabulaire, on n'a pas tous la même compréhension, comment on va garantir ça? Eh bien, on va créer un langage graphique où on va schématiser les choses et on va communiquer via des représentations graphiques de notre pensée. Ça va nous permettre de nous affranchir des modèles de vocabulaire et de minimiser les risques d'erreur. Nous, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on va principalement s'intéresser au SysML. Nous allons devoir nous attaquer au deuxième pilier, l'outillage. Pourquoi c'est important que tout le monde travaille avec le même outil? Pour que tout le monde puisse ouvrir le modèle. Et donc, si on veut travailler de manière collaborative sur un projet, on va tous devoir travailler sur le même outil. Alors, des outils, il y en a plein. Il y a IBM, Rhapsody, il y a PTC avec Windshield, il y a Thales qui a créé Capella, il y a Enterprise Architect. Mais aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à Dassault Systèmes Katana Magic, qui est l'outil que nous allons vous présenter dans le webinaire. Et enfin, le troisième pilier reporte sur la méthode.
Parce qu'effectivement, nous allons travailler tous sur le même outil, à produire des données graphiques que tout le monde peut comprendre. Encore faut-il organiser cette donnée graphique de la même manière d'une vue à l'autre. Effectivement, si chacun alimente son périmètre avec sa méthode, on va peut-être avoir une non-homogénéité de la réponse et on va peut-être oublier des choses. Donc il est important qu'on travaille tous avec la même méthode afin de produire la réponse de la même manière, quel que soit notre périmètre. Alors des méthodes, il y en a plein, hein. Il y a Arcadia qui est attaché à Capella que je vous ai présenté précédemment. Il y a Harmony SE qui est le pendant de Rhapsody. Il y a le Sésame qui a créé une méthode basée sur SysML. Mais aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à Magic Grid, qui est la méthode associée à Katia No Magic. Et maintenant, pour la suite de votre voyage dans le monde du MBSE, je vais laisser la parole à Marois qui va vous présenter un cas d'application concret de méthode de MBSE sur un drone. Bonjour à tous et merci Alex de me céder la parole. Donc de mon côté, je vais vous présenter Magic Grid et de vous montrer comment l'appliquer avec l'outil Katia Magic. Donc Magic Grid représente un cadre, une méthodologie spécifique utilisée dans le contexte de l'approche MPSE. Donc elle fournit des directives et des règles visant à simplifier le processus de modélisation, à clarifier les niveaux d'abstraction des modèles et à gérer aussi les relations entre ces modèles. Cette méthodologie a été présentée pour la première fois en 2015 et est devenue une méthodologie, un BSE officiel de Dassault Systèmes et depuis cette époque a beaucoup évolué et la dernière version est décrite dans le livre Magic Grid Book of Knowledge. Donc cette méthodologie est déjà utilisée par de nombreuses entreprises et de différents secteurs d'activité. Permettez-moi maintenant de vous présenter Magic Grid un peu plus en détail. Donc, comme vous voyez là, elle est présentée sous forme d'une matrice. Donc, elle est conçue pour guider les ingénieurs tout au long du processus de modélisation et à répondre à leurs questions telles que comment organiser les modèles et quel est le flux du travail de modélisation. Donc, comme vous pouvez le constater aussi, donc chaque domaine est représenté sous forme d'une rangée distincte de la matrice. Donc, on a la première rangée, c'est la rangée qui représente le domaine du problème et qui se divise en deux parties, la partie black box et la partie white box. La deuxième rangée qui représente le domaine de la solution se divise en de nombreuses rangées internes pour montrer que l'architecture de la solution du système peut être spécifiée à plusieurs niveaux de détail. Donc, on a la troisième rangée, c'est qui représente le domaine de l'implémentation. Ne se divise pas, c'est juste pour indiquer qu'il n'y a que la spécification d'exigence fait partie de l'ingénierie des systèmes basés sur les modèles. Aujourd'hui, notre étude de cas, c'est le drone Zipline. Son rôle principal est d'assurer la livraison des fournitures médicales essentielles, en particulier dans des régions éloignées et difficiles d'accès. Donc, passons maintenant pour savoir comment on va le modéliser sur Katia Magic. Voilà donc l'interface de l'outil Katia Magic. J'ai incorporé la Magic Grid ainsi les diagrammes. Donc dans un premier temps, je veux commencer par la partie de Problem Domain. Son objectif est d'analyser les besoins des parties Stakeholder Needs et de définir les fonctions attendues de notre système d'intérêt. Donc, cette analyse se déroule en deux phases. Donc, la première phase, c'est la boîte noire. Donc, là, on se focalise sur juste les interactions du système avec l'environnement. Et la deuxième phase, c'est la boîte blanche, juste pour comprendre le comportement du système et sa structure conceptuelle. Il est important ici de noter que cette démarche ne concerne ni l'architecture logique ni l'architecture physique. Je veux commencer dans un premier temps avec la partie Stakeholder Needs et c'est la première cellule. Donc, cette cellule représente les informations collectées de notre système d'intérêt, telles que les besoins des utilisateurs, les réglementations, les normes de l'industrie. Ces informations-là, ce sont des informations brutes, devant ensuite être analysées et affinées en passant par les autres cellules. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, l'ensemble de la liste des besoins de la partie Stakeholder Needs affichée dans un tableau d'exigences qui sont identifiés avec un numéro d'identification, un nom et une spécification textuelle.
Passons maintenant à la deuxième cellule, c'est le système contexte. Donc là, on va présenter le diagramme de contexte. Le diagramme de contexte détermine la vision externe du système et inclut toutes les entités externes qui interagissent avec le système en échangeant en fait les données. Son objectif principal est de capturer les entrées et les sorties du système. Donc, comme vous voyez en fait sur l'exemple du notre système d'intérêt, donc on a le drone, on a les interactions avec les différents acteurs naturels, artificiels et personnes, et on a aussi les éléments, ou plutôt en fait les informations, sont identifiées ici sous forme des signaux ou des blocs. Je vais vous présenter maintenant le diagramme de cas d'utilisation use case. Ce diagramme décrit de manière plus détaillée ce que les utilisateurs attendent du système et ce qu'ils cherchent à accomplir en l'utilisant. Voilà l'exemple du diagramme de cas d'utilisation. Donc, le contexte ici, c'est le drone en mission. C'est le même que nous avons vu dans le diagramme de contexte. L'objectif principal du système de drone représenté à l'intérieur du use case, c'est livrer une poche de sang. En interaction avec l'acteur, c'est le personnel medical. Un autre aspect essentiel, c'est que le diagramme de cas d'utilisation, on peut le détailler avec un scénario sous forme d'un diagramme d'activité. Voici en fait le diagramme d'activité et aussi les différentes étapes du scénario, ainsi que les participants ou les acteurs, et aussi les interactions entre les différentes actions du système. Passons maintenant à la dernière cellule de la phase black box, c'est le Measure of Effectiveness. Dans cette cellule, les besoins quantitatifs de la partie stakeholder needs non fonctionnels sont affinés à l'aide des mesures de l'efficacité, le MOS. Donc, pour définir les MOS, on a besoin d'un diagramme de définition de bloc SysML. Donc, voici à quoi il ressemble. On a un bloc déjà créé et défini comme un supertype. On a déjà mis en fait tous les paramètres dedans. Et aussi, on a le bloc de notre système d'intérêt, hérite du bloc MOS. Une fois que nous avons terminé la partie black box, nous pouvons passer à l'analyse de la white box. Donc, durant cette phase, on va examiner l'intérieur du système dans l'objectif de comprendre et définir en détail ce qu'on attend du système d'intérêt. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par la cellule de Functional Analysis, donc l'analyse fonctionnelle et la poursuite des raffinements du scénario de cas d'utilisation à l'aide du diagramme d'activité. Donc, chaque diagramme d'activité doit être attribué à une fonction. Donc, voici ici un exemple de notre diagramme d'activité. Nous avons pris la fonction préparer la mission où nous avons défini deux acteurs ainsi que les actions et les interactions associées. Donc, en bref, nous avons pris une fonction de la boîte noire et l'avons décomposée en un scénario dans la boîte blanche. Passons maintenant à la cellule conceptuelle subsist. Donc, les sous-systèmes conceptuels doivent être considérés comme un groupe de parties interconnectées et interactives responsables de l'exécution d'une ou plusieurs fonctions attendues de notre système d'intérêt. Donc, voilà le diagramme de ce système conceptuel qui définit déjà en fait notre système, le drone, les interfaces capturées sous forme des blocs, les entrées, les sorties de notre objet d'intérêt et aussi les interactions entre le système et son environnement extérieur représenté sous forme des signaux et des blocs. Comme vous voyez ici, donc, nous disposons également d'un diagramme de bloc interne, DBD, qui sert à représenter les composants internes du système et à montrer comment ils interagissent entre eux, y compris avec des éléments extérieurs. Dans la dernière cellule de la phase white box, nous allons spécifier les mesures d'efficacité, le MOS, pour les sous-systèmes conceptuels de notre système d'intérêt. Donc, c'est très similaire au MOS en fait du système drone, mais cela concerne spécifiquement les sous-systèmes conceptuels. Et comme vous pouvez en fait le voir dans le diagramme, on a le sous-système hérité du bloc MOS. Et avec cela, nous avons terminé l'analyse du domaine de problème.
Maintenant, il est temps de commencer à réfléchir au modèle du domaine de la solution pour notre système d'intérêt, le drone. Le modèle du domaine de la solution établit une architecture logique interdisciplinaire, précise de l'objet d'intérêt afin de résoudre le problème défini dans le modèle du domaine du problème. Je veux commencer par la première cellule au niveau système, c'est le System Requirement. Pour établir une architecture logique du système, il est nécessaire de disposer des spécifications d'exigence du système. En système L, les exigences en fait, du système elles sont très similaires aux en fait, stakeholder needs et sont généralement présentées sous forme des tableaux d'exigence ou des schémas d'exigence. Voici un exemple de notre diagramme d'exigence. Voilà, en fait, elles sont définies sous forme un schéma d'exigence avec un identifiant, nom et un texte. Passons maintenant à la cellule de System Structure. Une fois que la spécification d'exigence du système est terminée, on peut commencer à construire l'architecture logique de notre système. Comme vous voyez ici sur le diagramme, le modèle d'architecture logique capture le système d'intérêt, ces sous-systèmes logiques au niveau inférieur sous forme des blocs et les blocs d'interface pour déterminer comment ces sous-systèmes interagissent, c'est-à-dire les données, la matière ou l'énergie qu'ils échangent, sont présentés ici sous forme des signaux ou des blocs. Par la suite, on passe au system behavior. Je ne vais pas plonger dans les détails du comportement du système. Ce n'est pas nécessaire à ce stade car le comportement global du système se forme lorsque nous combinons les comportements de tous les sous-systèmes, y compris leurs composants. On va conclure le domaine de solution avec la dernière cellule de système paramètres. Dans les paramètres du système, il est nécessaire de commencer à réfléchir à la méthode mathématique pour dériver les mesures d'efficacité identifiées dans le domaine du problème. Cette méthode mathématique peut être identifiée dans le modèle sous forme de contraintes et nous permet de déterminer les entrées nécessaires pour calculer la mesure d'efficacité. Comme vous pouvez en fait le voir dans cet exemple, on a en fait le diagramme, nous avons en fait le MOS, aussi la masse totale calculée en accumulant les masses de tous les sous-systèmes. Nous présentons ici les paramètres de tous les systèmes et pour établir les liens et effectuer les calculs, nous utilisons un diagramme paramétrique et voici à quoi il ressemble. Avec cela, la modélisation du modèle d'architecture logique du système d'intérêt est terminée. Et pour conclure la modélisation du modèle d'architecture logique des autres sous-systèmes, il suffit de suivre la même démarche. Et je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Benoît. Merci beaucoup Marois pour cette illustration et ce cas d'usage de la Magic Grid dans l'outil Katia Magic. Et merci Alex pour la belle introduction au MBSE. Avant de conclure ce webinaire, je tenais également à ouvrir un peu l'horizon du MBSE en faisant la connexion entre la plateforme 3D Experience et l'outil Katia Magic. Cette plateforme de Dassault Systèmes permet à tous les acteurs d'une entreprise de collaborer simplement entre eux et d'accéder toujours aux bonnes informations, aux bons modèles et aux bonnes applications. En lien avec vos activités d'ingénierie système basées sur les modèles, cette plateforme vous permettra de gérer le cycle de vie de tous vos modèles, mais aussi de faire rapidement la connexion avec la maquette numérique et les modèles de simulation par exemple. Si cette partie vous intéresse et que vous souhaitez explorer toutes les possibilités offertes par la plateforme 3D Experience, n'hésitez pas à nous le signaler pour que nous puissions convenir d'une future présentation. Ceci nous amène donc à la fin de ce webinaire, mais avant de nous séparer, je tenais à nouveau à remercier tous les participants, mais aussi Alex et Marois pour cette très bonne introduction au monde du MBSE. Comme prévu, nous allons à présent prendre la main pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les poser directement dans la fenêtre de chat à votre disposition. Nous y répondrons oralement pour que tout le monde puisse en prendre connaissance.